Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan, match nul un but partout entre le Milan et l'Atalanta à San Siro ce soir. But à la 14e minute de Çalhanoğlu sur un magnifique coup franc pour son centième match. Et égalisation de Duvan Zapata suite à un cafouillage à la 34e minute donc pour l'Atalanta. Nous en parlons aujourd'hui à 3 avec Nico et Arco. Salut à vous. Salut. Salut. Alors Nico, ça y est, t'es rentré de vacances pour voir l'affiche, puisque oui, l'affiche de la Serie A en ce moment c'est Atalanta-Milan, les deux meilleures équipes depuis le confinement. Qu'en as-tu pensé? Et même si tu vas plus loin de la phase retour, je regardais Milan est deuxième devant la Juve avec 3 points de plus. Très bien. Moi, je trouvais que c'était un match plutôt agréable. Euh, le partage des points est équitable. Je pense que le Milan aurait peut-être, en gérant peut-être mieux quelques occasions, aurait peut-être pu kiffer prendre les 3 points, mais l'Atalanta peut avoir les mêmes regrets que nous aussi. On touche le poteau avec Bonaventura. On peut même avoir moi je le pense, un penalty en fin de match sur Ibrahimovic. En tout cas, par rapport au match aller où on avait pris une humiliation en règle, on a su au moins combattre aujourd'hui et c'est déjà pas mal. Voilà, on a vu, on continue sur notre lancée. Faut pas oublier quand même qu'on avait une équipe complètement remaniée en défense, complètement expérimentale avec Calabria côté droit, Laxalt côté gauche et la première entre Caer et Gabia. Sans compter Biglia devant qui refaisait, enfin, qui faisait sa promenade certainement du mois de juillet aujourd'hui. Donc, franchement, face à la meilleure équipe de la partie retour en Italie, la meilleure équipe depuis le post-Covid et certainement l'équipe qui produit le meilleur jeu en Italie depuis le début de la saison. Franchement, on peut être content de ce point à la Et maison. qui joue la Ligue des Champions. Qui joue. Oui, les quarts de Con- finale contre le PSG et on verra ce qui se passera. Voilà, exactement, contre le PSG dans peu de temps. Et alors, je vais juste préciser que Bonaventura, la frappe, c'est la 73e minute. C'est d'ailleurs la vraie grosse occasion de la deuxième mi-temps. Çalhanoğlu également avait touché la barre en première mi-temps, mais il était hors jeu. Erco, alors il a bien résumé, Nico, la situation. Donc, si tu as quelque chose à ajouter, c'est le moment. Non, juste que j'ai bien aimé l'adaptation tactique de Pioli justement face à Gasperini. C'est ce qui a changé la donne par rapport au match aller, je pense. C'est que malgré qu'on ait été dominé dès les 10-15 premières minutes, il a su s'adapter et changer la tactique justement pour pouvoir contrer et casser le rythme de l'Atalanta. Et après, ça s'est parfaitement bien passé, quoi. Donc, chapeau aux réserves qui sont rentrés, qu'on n'entendait pas grand-chose d'eux, notamment Gabia qui a fait un très bon match, je trouve, très propre. Laxalt qui a fait son petit match. Biglia, on remet un penalty un peu malchanceux. Il a fait son match aussi, je pense. Donc voilà. Sinon, le reste, Nico, de mes résumés. Ah, tu es plus indulgent sur Biglia. C'est vrai, Nico, qu'on a l'impression que tout nous réussit en ce moment. Même Çalhanoğlu marque des coups francs, tu te rends compte? Il a fallu Ouais. attendre son centième match pour qu'il nous mette un coup franc en Serie A. Je sais pas s'il en avait marqué un avant, ça me revient Oui, pas. Si, ça y est, c'est il avait arrivé déjà déjà? marqué. Oui, oui, mais pas un aussi beau, hein. Là, celui-là, il Mais est quand celui-là, il même me un rappelle les sacré coups coup francs franc. de Del Piero, Ligue des Champions 96, pour ceux qui ont un peu de mémoire, il mettait souvent des coups francs un petit peu dans ce coin-là. Mais c'est vrai qu'on nous présentait Çalhanoğlu comme un immense tireur de coups francs, on en aura vu quoi? Deux depuis 3 ans. Mais vraiment, on a l'impression que tout fonctionne, quoi. Kessié réussit des passes, des transversales, enfin c'est formidable. Qu'est-ce qui s'est passé, Nico? Explique-nous. Franchement, moi, je reste à penser que le numéro 21 qui est devant Ouais. a eu un déclic mental sur cette équipe. La dernière fois, vous avez parlé lors de la dernière émission, je crois que c'est Erco qui l'avait dit. Moi, je suis entièrement d'accord avec lui. Je pense vraiment que ce gars, en fait, cristallise tout sur lui et ça permet de libérer quelques joueurs. Et après, je crois que c'est Aristide ou toi qui l'avais dit aussi, ça je suis d'accord. Le fait de jouer sans supporter, faut pas non plus oublier que c'est quand même assez exceptionnel ce qui est en train de se passer. Quand le football reprendra ses droits comme il doit les reprendre avec des supporters dans les stades et un match toutes les semaines, peut-être que ce sera peut-être pas aussi la même chose. Voilà, tant mieux pour nous. Mais moi, c'est 8 bons matchs, 10, je sais plus combien ça fait depuis le retour. On n'a toujours pas perdu quand même depuis le retour. On a laissé donc un point contre l'Atalanta, le Napoli, la Spal Ouais, la Spal, ouais. et, et un nul enfin nul, un 0-0 contre la Juve en Coupe d'Italie, qui nous a éliminés. Mais je, je, je peux pas oublier tout ce qui s'est passé avant ça, quoi. Donc, tant mieux pour nous, on en profite. Mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer en septembre quand toutes les équipes vont repartir, on va dire, à zéro et que le football devrait reprendre vraiment ses droits avec des supporters dans les tribunes. Oui, c'est ça, ce sera la difficulté à laquelle nous serons confrontés lors de l'émission traditionnelle de fin de saison, parce qu'il faudra
définir les tops et les flops, il faudra faire le bilan de cette saison. C'est vrai que c'est vraiment le jour et la nuit, hein, je crois que l'expression est de mise cette fois-ci. Et c'est vrai qu'il ne faudra pas oublier ce qui s'est passé jusqu'au mois de mars, parce que ça n'avait rien à voir avec ce qu'on voit depuis quelques temps. Et on a tendance à surinterpréter peut-être ce qui se passe en ce moment. Et tu fais bien de tempérer un peu nos ardeurs, parce que ce sont des circonstances exceptionnelles. Faut-il en tirer des conclusions? Faut-il s'enflammer parce qu'on conserve Pioli? Moi j'étais plutôt pour, mais je comprends également les arguments des gens qui disent mais non, on va peut-être repartir comme avant avec un entraîneur qui sera viré dans 6 mois. Hein, tout ça, ce sont des hypothèses. On est là plus pour parler du match, je sais, mais c'est toujours intéressant aussi de réfléchir un petit peu sur cette évolution assez invraisemblable, Erco, et puis ce qui nous attend après, parce qu'on est censé aussi se projeter. Oui, maintenant, je pense que faut pas non plus vivre trop avec les mauvaises choses qu'on a fait cette saison aussi, parce que c'est pas comme ça qu'on avancera. Je pense qu'il faut aussi, il n'y a pas que l'effet Ibrahimovic, il y a l'effet physique du post-confinement qui fait qu'on joue bien. Il y a la confiance qui joue beaucoup, et surtout, il y a une évolution de joueurs qu'on n'attendait pas spécialement, qui sont devenus des joueurs clés. Mais la Kessie, confiance, est-ce pour qu'elle vient pas de l'instant. Zlatan? Excuse-moi de te couper, mais Ah parce que- oui, ah oui. clairement, oui, oui, mais bon, il peut apporter une confiance aux joueurs, et maintenant, peut-être que les joueurs peuvent très bien se dire, même si jamais il part, on a joué comme ça quand il était là, on peut très bien jouer sans. Donc, il a peut-être rendu la confiance qu'ils avaient perdue, qu'ils n'ont peut-être jamais eu au Milan aussi, parce que beaucoup de joueurs comme Kessie, qui était très bon à Atalanta, il vient en Milan, il fait 6 bons mois, puis après, c'est mitigé. Ici, c'est transformé. Je pense qu'il y a aussi vraiment un gros apport tactique de Pioli. Après, je ne sais pas si c'est une très bonne tactique qu'il fait ou si c'est simplement des joueurs qui comprennent la tactique et d'assimilent bien, qui ne faisaient pas avant avec les coachs, qui n'avaient peut-être pas forcément des grandes expériences justement dans une grande carrière d'entraîneur. Donc, pour moi, c'est plus l'aspect justement, je pense, que c'est plus l'assimilation à la tactique de Pioli qui est bien prise en compte, qui a été aidé évidemment par l'aspect physique qu'on a. Je pense qu'on a quand même une meilleure préparation que les trois quarts des équipes de Serie A, qui a pris en compte, et ça a aidé justement à participer. Et pour moi, pour le post-confinement, en tout cas, le gros du travail, pour moi, c'est le travail de Pioli qui paye, quoi. Donc, d'où aussi le soutien indescriptible des joueurs envers lui, quoi. Donc, on n'a jamais vu des joueurs comme ça se mouiller autant sur un entraîneur. Et je pense que c'est une raison aussi, quoi. Donc, voilà. Après, c'est mon avis, quoi. Bah, on n'a jamais vu en tout cas au Milan et puis pas depuis longtemps, voilà, parce que il y a quand même des entraîneurs qui réussissent autour d'eux à fédérer des joueurs, y compris chez certains joueurs comme Eto'o par exemple avec Mourinho, un certain sens du sacrifice, Ouais. exilé sur le côté gauche, etc. Enfin ça s'est vu par le passé, je veux dire, mais ce qui est vrai c'est que là ce qui se passe au Milan est assez invraisemblable et il y a une forme de transcendance qui peut venir de, comme tu dis, de la tactique de Pioli, qui peut venir également de l'impact psychologique de Zlatan, de plein de choses. C'est vrai que vous avez assez bien résumé les choses. Sur le match, je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire parce qu'en réalité l'effet de jeu, bon bah il y a si il y a quelque chose qu'on n'a pas dit quand même à la 26e, Donnarumma sort un penalty. Hein, Ouais. ça c'est quand même l'un des faits décisifs également du match. Donnarumma qui s'est imposé également face à Zapata à la 37e et qui aura été encore décisif. Bon peut-être qu'on va en parler dans les tops. Donc il est temps justement Nico de passer au top. Alors, les tops, j'ai mis en numéro 3 Rebic. Je suis vraiment content de pouvoir voir ce joueur enfin prendre son pied au Milan. Et j'en attendais beaucoup lorsqu'il a signé dans les derniers jours du mercato. J'avais très peur, je l'ai dit plusieurs fois lors des émissions, que j'avais peur que ce gars-là ne soit pas fait en fait pour le championnat italien, tellement son début avait été compliqué avec nous et qu'il avait eu des soucis déjà lors de ses premières expériences italiennes. Des fois, il y a des joueurs qui sont pas faits pour certains championnats. Et on, on voit le joueur qui était à Francfort, qui a permis à cette équipe d'aller en demi-finale d'Europa League et qui faisait une super doublette à l'époque avec Luka Jovic. C'est un joueur, je trouve, qui pue le foot. Il a un petit côté nonchalant, mais il se donne à 200%. Il a fait je ne sais pas combien de retours aujourd'hui pour aller donner un coup de main à l'Axalt. Il a beaucoup défendu. Il a du génie, il sait dribbler. Il sait aussi jouer assez très, très simplement quand il faut jouer simplement. Et à chaque fois, il sort souvent à l'heure de jeu ou au bout d'une heure 10 parce qu'il est claqué, il se donne énormément sur le terrain. Et c'est avec ce genre de joueur qu'il faudrait que le Milan, de toute façon, ils sont en train de tout faire pour essayer de le garder, de repartir l'année prochaine. Il y avait Et, quelques petits ponts en prime. voilà. Et en plus, je trouve que par rapport à Francfort, où apparemment c'était un joueur quand même qui des fois avait on va dire des fulgurances, je trouve qu'il a beaucoup de continuité depuis, en tout cas lui depuis le mois de janvier. Hein.
Donc voilà, même si aujourd'hui il n'y a pas non plus un match incroyable de sa part, mais j'ai trouvé très généreux et il a essayé de créer pas mal de choses, dont si je dis pas de bêtises, je crois que la faute elle est sur lui qui amène derrière le coup franc de Çalhanoğlu. Ensuite en 2, j'ai mis Donnarumma pour ce penalty qu'il a sorti parce qu'il a rassuré déjà toute sa défense, même si j'ai pas souvenir qu'à part le péno, il a eu de grands arrêts à faire. Euh, Au passage, concernant le penalty, je trouve ça. Alors, le penalty pour Ibrahimovic en fin de match aurait pu être très généreux, mais il est autant généreux que le penalty qui a été donné du bout de l'index de Biglia. Exact. Moi, j'ai même pas vu avec le ralenti qui touche le ballon de la main. On voyait au début, Ibrahimovic parlait avec l'arbitre pour demander comment le gars avait pu, parce qu'il pensait que c'était la faute quand le joueur du Milan avait poussé le joueur de l'Atalanta par terre. Et l'arbitre expliquait que c'était la main de Biglia. On voyait les joueurs du Milan qui étaient complètement abasourdis, comprenaient pas trop. Mais et ce serait bien aussi tant qu'en Italie on arrête de siffler 15 pénaltys par week-end avec 7 fautes de main parce que ça devient insupportable. Il faut qu'ils changent la règle. Quand Et même pourtant, que il y a ce la soit VAR. dans notre temps. Oui, ben c'est la règle qui aujourd'hui maintenant c'est main penalty. Est-ce que ce serait peut-être bien de faire au cas avec quand la main est complètement involontaire ou que le ballon va pas dans le sens du but au cas de faire un coup franc indirect en pleine surface parce que ça devient franchement pénible d'avoir 3 pénaltys limite par match. J'en rajoute bien sûr volontairement. Mais en tout C'est cas, pas le premier qui Donnarumma, l'arrête, hein. oui, il est pas mauvais du tout dans cet exercice. C'est-à-dire qu'il est tellement grand que lorsqu'il choisit un côté, déjà, t'as intérêt à bien l'avoir placé. Mais je crois que ça a été Mais le voilà. joueur le Donc, plus régulier de la saison côté milanais. Pour moi, c'est l'homme de la saison, Donnarumma, hein. Je m'avance peut-être par rapport à l'émission de bilan là, mais c'est vrai il est monstrueux, il est impressionnant quoi. moi, déjà, franchement, cette saison, à part le match contre le Napoli, lors de cette phase retour où il est passé un peu au travers, j'ai pas d'autres matchs en tête où il a été mauvais. Ensuite, en premier, j'ai mis Jair, je sais pas si je prononce correctement, car déjà, il était incertain. Il avait des douleurs, donc au final, il a pu maintenir sa place. Et il a fait un match contre Zapata, parce que quand on sait la bestiace que c'est physiquement, et il en a bougé quelques-uns à l'épaule cette saison, ben, il l'a tenu tout le long du match. La seule fois où il a laissé pour prendre un autre joueur, c'était pour Calabria, ça finit au fond, qui a perdu le duel à l'épaule. Mais il a fait un sacré match, très solide derrière, et en plus, je trouve qu'il a bien épaulé le jeune Gabia pour leur première ensemble. Et qui a pas été mauvais non Un plus vrai d'ailleurs, hein. qui a été bon, mais j'ai trouvé KR tellement impressionnant. S'il fallait en noter un, je mets lui. Mais voilà, KR qui a su très souvent dégager les ballons chauds qui arrivaient dans la surface. Voilà, pareil, un joueur qui semblait cuit, qui est arrivé chez nous. L'Atalanta ne faisait même pas jouer. Chez nous, il retrouve une seconde jeunesse. Voilà, pareil, c'est le genre de joueur qu'il faudra voir au mois de septembre s'il est capable de réafficher ce même niveau. Mais en tout cas, actuellement, on va en profiter. Et aujourd'hui, pour moi, c'est l'homme du match côté milanais. Alors Erko, es-tu d'accord? Oui, je suis d'accord. Maintenant, voilà, j'ai des joueurs différents, mais il y a tellement de joueurs enfin, il y a plusieurs joueurs qu'on aurait pu mettre aujourd'hui. J'aurais pu mettre Calhanoglu pour son but, mais je pense qu'il y a eu des joueurs qui ont été plus intéressants. Icar, j'allais mettre aussi, parce que c'est vrai qu'il a été excellent aujourd'hui. Il a été un petit peu comme il dit, de meneur pour Gabia. C'est grâce à lui que Gabia a fait un très bon match, je pense. Donc, je ne vais pas revenir sur ce que Nico a dit, parce qu'il a bien résumé son match. Le deuxième, j'ai hésité entre premier et deuxième, mais en deuxième, je vais mettre notre caissier, parce que je pense qu'il a encore été énorme partout, très bon dans tout ce qu'il a fait, aussi bien offensivement que défensivement. Il a raté une ou deux passes longues qu'il a tenté de faire, mais c'est des choses qu'il faisait pas avant. Je trouve qu'il est devenu un joueur, pour l'instant, en tout cas, très complet. Tactiquement, il est devenu beaucoup plus intelligent, et techniquement, il est vachement propre. Il se permet même de faire des petits ponts, des petits gestes techniques qu'il faisait pas forcément avant. Et en premier, je mets Ibrahimovic, parce que devant, il a tout récupéré, tous les ballons de la tête, tous les ballons de la poitrine. C'était le vrai point d'appui. Le défenseur Atalanta n'a rien pu faire quand tu es à ce niveau-là. Ça a été justement le fer de lance de l'attaque, et il est même redescendu au milieu de terrain encore pour les 20 dernières minutes. Et encore, tout ça, il va encore le répéter, mais bon, il va avoir 39 ans. Et devoir faire des matchs comme ça à son âge, physiquement, ça, j'y arrive pas à comprendre, quoi. Donc, pour moi, c'est l'homme du match aujourd'hui, parce on a vu quasiment que lui devant, quoi. Donc, et c'est grâce à lui que l'équipe a pu tourner offensivement. Donc, ça a été bien joué aussi de la part de Pioli, justement de réussir à comprendre que ce mec-là allait pouvoir déjouer la défense de l'Atalanta, quoi. Donc,
Voilà, chapeau à lui. Nico, une réaction? Je vais juste rajouter un truc, moi, c'est sur Léao, parce que je l'ai beaucoup cassé ici. Je trouve son entrée au passage très intéressante. Ah ouais. Euh, il a provoqué deux belles occasions et Mm. je le trouve beaucoup moins nonchalant aussi. Et j'ai l'impression qu'il y a un état d'esprit pareil qui a changé. Alors actuellement, j'ai l'impression qu'à Milan, ils sont tous dopés à ce niveau-là. Voilà, faudra voir s'il y a de la continuité, mais je trouve un joueur aussi complètement différent entre l'avant et le post-Covid, sans parler de ce qu'il fait avec le ballon. Mais déjà, il y a moins cet air nonchalant sur le terrain, de traîner les pieds, qui joue 5 minutes ou 1 heure. Et c'est un joueur qui, mine de rien, a quand même des quelques qualités physiques, comme par Ouais. exemple, à un moment, le ballon où Bonaventura tire sur le poteau, balle au pied, quand même, il court plus vite que Castillero, et c'est quand même pas rien. Hein. Donc, il a des facilités, et s'il arrive à se mettre la tête un peu à l'endroit, il peut peut-être apporter quelque chose. Il a quand même un peu de talent, ce joueur, quand même, je pense. Eh ben, c'est toute l'ambition qu'on qu'on essaiera de nourrir. On passe au flop. Nico, tu peux continuer. Alors, en flop, numéro 3 Calabria, que j'ai trouvé en difficulté dès qu'il avait le ballon avec le pressing des joueurs Bergama, surtout de Gomez. C'est simple, dès que c'était vers l'avant, c'était des grands ballons devant qui étaient rendus à l'adversaire. Sinon, après, il a compris, il a mis le ballon derrière. Mine de rien, sur le but, même s'il y a un cafouillage, c'est quand même lui qui est à l'épaule avec Zapata. Bon, c'est pas les mêmes gabarits. Hein. À la boxe, ils pourraient jamais s'affronter sur un ring, les deux. Euh, mais mine de rien, c'est lui qui s'est fait bouger. Même si Donnarumma est quand même pas loin de, lui passe vraiment juste entre les gants, il est pas loin de pouvoir de la sortir. Mais bon, c'est un joueur qui a eu beaucoup de passes droits, je trouve. Voilà, il joue parce que Conti est blessé. Apparemment, ce sera pareil pour les 2 prochains matchs. Mais il va falloir vraiment penser à s'en débarrasser cet été. Ensuite, numéro 2, Biglia, qui va partir dans l'anonymat le plus complet au final du Milan. C'est un gars dont j'attendais beaucoup. Il était arrivé en grande pompe à l'époque avec Bonucci. Milan, la Lazio n'avait pas voulu négocier le tarif, donc Milan avait mis les 25 millions demandés. C'était un joueur que je trouvais esthétiquement en balle au pied très très beau, qui avait fait aussi une sacrée Coupe du Monde à l'époque en 2010 avec l'Argentine. Ce mec-là n'a jamais été n'a jamais répondu aux attentes de son transfert, de ce qu'on attendait de lui. On voit la différence. Il avait joué contre Parme, et là, on voit la différence quand il remplace Benacer. Je regrette même que Krunic n'ait pas commencé le match. Là, ça m'a fait penser à un mec qui voulait pas se blesser parce que il reste plus que 2 matchs avant qu'il puisse négocier son contrat avec n'importe quel club. Il a joué comme un sénateur. Il a fait 2 gris-gris. C'est quand même lui qui perd la balle au milieu de terrain qui amène le but de l'Atalanta Bergame parce qu'il joue avec facilité. Enfin, il sort à l'heure de jeu cramé. Je me demande comment il arrive à sortir cramé d'un match pareil. J'aurais préféré voir Kronic qui au moins a récupéré, que je trouve plus intéressant, qui a récupéré au moins des ballons, qui certainement balle au pied et moins technique que Biglia, mais au moins qui a un peu plus de coffre en plus. Et en numéro 1, moi, c'est Saelemaekers. Je l'avais déjà trouvé très mauvais contre Sassuolo. Je lui trouve pas grand chose pour l'instant d'incroyable. Je sais qu'il est apprécié par les supporters. Il a l'air d'avoir quand même une bonne mentalité. Il se bat. Mais je le trouve très brouillon dans le dernier geste. Et soit souvent il fait le mauvais choix dans le dernier geste, soit dans ces cas-là, quand il a la bonne idée, il fait le mauvais, il réalise mal la finition. Alors aujourd'hui, il a passé une première mi-temps très très compliquée. J'ai trouvé même qu'il est sorti un peu tard pour moi. Il a été remplacé par Castillero qui revient de blessure, mais c'est pas dingue. Va falloir quand même trouver quelque chose pour ce côté droit quand même, hein. Parce que pour l'instant, le Belge me semble quand même bien tendre. Voilà. Bon, Merco? Ouais, ben, honnêtement, j'aurais eu du mal à trouver 3 flops pour dire, parce que ça me paraît quand même un peu gros comme mot aujourd'hui, parce que tout le monde a été plus ou moins correct. Donc, en troisième, ben, voilà, parce qu'il faut le mettre aussi, ben, je mettrais ça de Makers, non pas qu'il ait été mauvais, parce que je pense que il a grandement contribué justement au blocage des attaques de l'Atalanta aujourd'hui, avec Kessié une bonne complémentarité défensive. C'est 2 joueurs qui ont un très gros volume de jeu. Je trouve que Makers, c'est pourquoi il est apprécié aussi. Je trouve qu'il a une intelligence tactique. Il assimile bien ce que le coach lui demande. Et ça s'est encore ressenti aujourd'hui, même si je comprends qu'offensivement, on dirait un petit peu abatté, comme dans le sens que il est un petit peu. On dirait qu'il force un petit peu son geste. Il n'a pas une technique naturelle qui l'aide. Mais c'est un joueur qui travaille beaucoup, qui va, je suis certain que d'ici 1 an ou 2, ça deviendra un bon joueur. Je ne dis pas que ça va être un nouvel Eden Hazard, mais ce sera un bon joueur pour le club qui sera utile, voire même une réserve de luxe s'il le faut.
En 2, je mettrais Laxalt, parce que voilà, il n'a pas été mauvais non plus, mais je trouve dommage, il est quand même fort léger, je trouve physiquement. Il n'arrive pas à progresser offensivement, parce qu'il n'arrive pas à passer un joueur avec son physique beaucoup trop frêle. Ses sens ne sont pas non plus exceptionnels. Maintenant, il a une bonne mentalité aussi. Son match a été correct, il n'a pas été fort inquiété non plus. Et il a l'avantage d'être frais, donc voilà, il a fait ce qu'on lui a demandé sans plus. Et donc en premier, j'avais mis Biglia, Biglia, parce que voilà, je n'y ai pas trouvé spécialement mauvais. Je trouve qu'il a fait ce qu'on lui a demandé. Le penalty est un petit peu malheureux, parce que voilà, je pense. Est-ce que je me demande si le penalty c'est pas arrivé pour le crampon qui arrive au niveau de la cuisse du défenseur? Je pense que c'est ça qui a été sifflé. Enfin bref, dans tous les cas, c'est quand même involontaire. C'est peut-être même un peu sévère pour ma part, mais sinon son match, voilà, il a pas, on attendait pas grand-chose de lui. Voilà, il a pas fait grand-chose non plus, quoi. Donc voilà, c'est des demi-flops, quoi. Voilà, j'ai pas envie de casser des joueurs aujourd'hui. Bon, comme de coutume, nous concluons cette émission par le mot de la fin en commençant par Nico. Bah moi, le mot de la fin, il va être sur Rangnick. Vous avez pu le faire il y a 3 jours. Entre-temps, il s'est passé encore des choses. Donc apparemment, donc Rangnick aurait refusé vu les résultats de Pioli. Gazidis aurait décidé donc de continuer avec Pioli, aurait demandé donc à Rangnick de prendre la place de directeur technique, qui est un peu le poste qu'a Maldini, et de rester avec Pioli. L'Allemand aurait refusé car à la base, ils avaient vu à l'époque depuis quelques mois qu'il aurait dû prendre donc les pleins pouvoirs à la Arsène Wenger à l'époque à Arsenal. Donc l'Allemand a préféré refuser et apparemment va prolonger peut-être son contrat en plus avec le groupe Red Bull. Donc il faudra voir pour la suite si Maldini, à qui on a proposé il n'y a pas si longtemps que ça un poste d'ambassadeur à la Nedved, va accepter aujourd'hui maintenant de garder son poste de directeur technique comme si en final c'était l'homme qu'on voulait parce qu'il y a encore quelques mois de ça, on voulait plus de lui. Maldini a quand même un certain ego, donc à voir. Et ce serait compréhensible de sa part de dire il y a quelques mois on comptait pas sur moi, maintenant de nouveau comme Pioli, ce sont tous les deux les deux hommes providentiels. Vous avez parlé de Boban qui a quand même été viré suite suite aux propos qu'il avait eu dans la presse par rapport à Rangnick, que tout était en train de se faire derrière leur dos et qu'on était en train de court-circuiter Maldini, Boban et Pioli. Enfin, moi, quoi qu'il arrive, Pioli, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai jamais été fan de cet entraîneur. C'est un meneur d'hommes, comme on a vu avec Mihailovic et Gattuso, à part que Gattuso était issu du Sérail, on va dire. Pioli, ça va durer un moment. Et comme il se passe à chaque fois à Milan, quand on a eu, entre guillemets, on va dire un meneur d'hommes, quelqu'un qui est proche de ses joueurs, après, d'ailleurs, on vient toujours avec le gars qui assoit des préceptes un esthète ou pour le beau jeu. On a eu Inzaghi, on a eu Montella, on a eu Gianpaolo, on devait avoir Rangnick, un mec avec des idées de jeu bien définies. Moi, ce qui me dérange, je sais pas si avec Rangnick, on serait allé sur un véritable succès. Personne ne peut le savoir tant qu'il n'a pas été là. L'Allemand me faisait peur aussi, d'une certaine manière. Mais en fait, on se rend compte qu'avec Milan, en fait, tous les 3 mois, on change de point de vue en fonction des résultats. Là, il se passe 3 mois dans une situation exceptionnelle au niveau du foot avec le Covid. Et on décide donc de confirmer Pioli. On était en train de tout faire. Apparemment, tout était fait en coulisses pour Rangnick. La presse allemande, la presse italienne était unanime. C'était fait. En France, les gars qui suivent l'Italie et l'Allemagne sur RMC balançaient que c'était fait, que c'était sûr. Et tout change parce que il y a une victoire contre une Juve qui met plus un pied devant l'autre. Il y a une victoire de 3-0 contre la Lazio qui met plus un pied devant l'autre. Une victoire contre la Roma qui là va mieux depuis 3 matchs, mais il fallait voir ce que pensaient les supporters de la Roma depuis quelques temps. À ce moment-là, quand on a battu la Roma, Da Fonseca était sur le point de se faire virer. Enfin, on change de point de vue. Bon, Pioli, tant mieux. C'est vrai qu'il a mérité tout ça. Il a mérité, lui, avec ses résultats, de rester. Mais c'est ce qu'a dit Aristide, si au mois de novembre, l'année prochaine, ça se passe mal, on va faire quoi? On dégage Pioli, on essaie encore de retrouver un entraîneur pour bricoler en cours de saison. Rangnick, s'il venait, il était là pour 3-4 ans. Apparemment, lui laissait le temps entre guillemets, de faire sa mayonnaise, faire ce qu'il avait envie. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que tous les 3 mois, on change de plan, ça part dans tous les sens, en fait. Et c'est complètement l'inverse. On n'est même pas sur un truc qui ressemble un petit peu à ce qu'il y avait comme idée. C'est à chaque fois, on part à droite et après, on part à gauche, en 2 minutes après. Enfin, je suis pas très confiant pour le futur. Que ce soit Gazidis, Maldini, je sais pas ce qui va se passer. Et de toute façon, Maldini n'a pas encore dit qu'il restait, donc à suivre. Est-ce que Maldini va rester avec Pioli? Moi, parce que Pioli et Rangnick, c'est pas les mêmes idées de jeu et c'est pas les mêmes joueurs. Donc déjà, il est en train de faire un mercato pour Rangnick.
Pioli a demandé qu'on lui laisse d'avoir une mainmise aussi sur le mercato, en gros, qu'il puisse dire un peu quel nom il aimerait bien avoir. On n'est pas sur le même style de joueur. Enfin, le mercato, il va attaquer dans 10 jours et on change, entre guillemets, on va dire, complètement de champ de bataille. Enfin, moi, ça me dépasse et ce qui fait que je suis pas très confiant pour la suite du Milan. Mais c'est vrai qu'il y a un gros manque de stabilité depuis de nombreuses années au Milan, ça on l'a bien constaté, on l'a dénoncé à plusieurs reprises dans cette émission. Maintenant, justement, la stabilité c'était peut-être de garder le même entraîneur. Hein, alors évidemment, si tu dis que Rangnick était là pour 3-4 ans, on sait pas après tout. Imagine Rangnick aura eu de très mauvais résultats pendant la première année. Est-ce qu'il aurait forcément été conservé? On ne sait pas, puisqu'ils sont capables de tout changer J'en sais rien. justement du jour au lendemain. Donc en réalité, on n'a aucune certitude dans les deux sens, et je pense qu'à l'heure actuelle, le plus sage était sans doute de garder Pioli, puisqu'il a des résultats, il y a au moins une confiance, et en plus il est soutenu par ses joueurs. Donc les joueurs n'auraient peut-être pas compris qu'on vira Pioli, tu comprends. Donc je pense qu'il y a Bien du sûr. pour et du contre dans les deux sens. Je comprends ton discours, je suis d'accord avec le côté instable, le côté court-termiste de cet organigramme milanais, mais peut-être aussi que c'est lié au fond Elliott, hein, et que le vrai changement qui serait vraiment intéressant, eh bien ce serait de vendre le club. C'est-à-dire que le club soit racheté par un véritable, Ça, c'est un un rêve. véritable président, directeur, j'en sais rien, tout ce coulé, actionnaire, hein, qui réellement s'intéresse au football et qui soit pas là juste pour faire de l'argent. Ça déjà, ce serait un premier pas intéressant et là on pourrait voir venir. Ah non, mais moi, c'est un rêve de vendre le club. Je pense que le mieux, de toute façon, c'est ce qu'il faudrait pour le club. Mais après, une prolongation, là, de Pioli pour 2 ans, pour au final, réellement, une bonne période on va dire, donc, rapidement le foot a repris en mai jusqu'à juillet, aller jusqu'à début août. Je trouve que c'est impressionnant, quoi. Ça prouve que c'est comme souvent, et c'est dans le foot aussi, c'est la culture de l'instant. Voilà. Non mais Quand les tu matchs ont gagnes, repris c'est le mi-juin. meilleur. Les matchs ont repris mi-juin. Alors, après mi-juin, tu vois, je pensais même que ça avait repris Donc ça fait un plus mois, tôt, ça quoi. fait un mois même pas un mois et demi en fait. Non mais je Ah, suis mais d'accord, c'est une question d'image, c'est une question d'image. ton discours se Mais tient, hein. en fait, Rangnick, on enlève le personnage. Il y avait une impression quand même si tu mettais un mec comme ça, t'étais obligé de lui donner du temps. Hmm. Dans ces cas-là, quand Oui, il arrive, on va dire qu'il y avait un projet. Là, en fait, du jour au lendemain, et c'est pas ça, en coulisses, il fallait voir ce que disaient les Maldini, les Bovin, c'était acté. Et du jour au lendemain, on pète tout ça. On dit à Pioli, ben, il reste. Même à Rangnick, réellement, ça se fait pas. Le mec, ils ont parlé pendant des mois sur le mercato, tout ça. Du jour au lendemain, il dit, ben, au final, on va te proposer ce poste-là, on va garder l'entraîneur. Maldini derrière, bon, au final, vu que Rangnick qui vient pas, est-ce que tu veux garder le poste? Enfin, et Gazidis aujourd'hui qui fait des lipettes à Pioli, et Maldini et à Ibrahimovic, qu'il faut pas oublier. Ibrahimovic avait fait la leçon de morale à Gazidis devant tout le monde, les joueurs et le staff, entraîneurs, dirigeants, lors de la reprise avant le Covid, en disant que Gazidis, il était jamais là, il était là juste avant le premier match. Enfin, je me dis quand même qu'à Milan, c'est super bien géré Ambiance, encore. ambiance. Ambiance. Allez Arco, quel est ton mot de la fin? bah, je vais essayer d'être un peu moins négatif, non, comme voire même positif. Mais comme durant C'est toute l'émission, hein, puisque finalement Nico aura été pessimiste, et puis toi t'essayes de voir un peu plus la vie en rose depuis le début de l'émission. C'est bien, on aura eu le blanc et le noir. ah oui, on profite un peu du moment. Après des mois de galère, on a quand même quelque chose qui ressemble à du football, donc on va pas non plus être fermé sur des idées négatives. Je pense que voilà, je pense qu'on souligne trop côté meneur d'homme de Pioli, mais ce n'est pas que ça non plus. Je trouve il y a, comme je vais répéter encore pour la 10e fois, mais pour moi, il y a une vraie approche tactique qui est faite. Et même avant le confinement, quand même si les résultats ne suivaient pas, il y avait une volonté de faire du jeu et un fond de football qu'il y avait. Donc, c'est parce que les joueurs ne suivaient pas forcément à ce moment-là. Même Kessié a dit qu'il a fallu beaucoup de temps pour qu'ils comprennent la tactique de Pioli. Donc voilà, c'est des trucs qui ont pu changer. Maintenant, c'est peut-être ça, il y a eu des déclics qui a fait. On va arriver sur une certaine continuité. Je pense que Pioli s'est mérité la confirmation, même si les circonstances ont été très plus que bizarres et voire même douteuses. Mais sinon, je pense que peut-être, je vais pas dire la meilleure chose qui pouvait nous arriver, parce qu'on aurait pu recruter un très grand coach, mais il s'est mérité la confirmation, les joueurs le suivent à 100%, on devrait normalement garder tous nos cadres. J'espère qu'Ibrahimovic sera prolongé, même si pourtant au mois de janvier j'en voulais pas, mais maintenant il m'a fait changer d'avis. Donc voilà, faut qu'on a des très bonnes bases, je pense, pour faire quelque chose de bien. Si on continue sur cette lancée, et j'espère que les bases seront respectées l'année prochaine et qu'on recrutera des postes qui sont faibles, qui sont un peu au milieu de terrain et surtout de côté droit, quoi, qui voudra absolument tout refaire, quoi.
Nico? Si je peux rajouter juste un truc, par exemple par rapport à Ibra, Pioli a fait une demande d'une prolongation pour Ibra, alors que pour Mhm. Rangnick c'était niet. Ouais, ouais. Donc c'est deux choses qui ont changé. Donc c'est pour ça qu'on parlait d'un départ d'Ibrahimovic à la fin de la saison tant qu'il y avait Rangnick. Depuis que Pioli a été confirmé, actuellement, apparemment, la prolongation serait de bonne voie pour la prolongation d'un an d'Ibrahimovic. Après, Ouais. que ce soit bien ou pas, bon, ça c'est une autre discussion. Mais ça prouve encore une fois que le club a complètement changé sur la vie d'un joueur en l'espace de 3 jours avec la décision d'un coach. Bon, moi je vais finir avec trois petits hommages. Le premier à Cutrone qui a marqué 3 buts en une semaine, donc c'est bien, il relève un peu la tête, ça fait plaisir, surtout qu'il jouait pas énormément. Donc là enfin on revoit un petit peu Cutrone qui avait été si bon contre nous en février, c'était notre dernière émission d'ailleurs avant le confinement. Un hommage également à Zaniolo qui a marqué un but phénoménal. Alors là vraiment, Oh. j'espère que tout le monde l'a vu parce que c'était assez Ouais, impressionnant. Il est parti de sa moitié de terrain, il a effacé un bon nombre de face à l'équipe défenseurs de Claude, adverses. face à l'équipe de Laspal quand même. Hein. Oui, oui, mais quand même, Mais il Ouais, a mais, fait Zaniolo, ce but. Je te ah, dis mais pas. il a une grosse blessure aussi, hein, en plus. Oui, il revenait de bien Il a sûr, quand blessure. même bien croisé, quoi. Donc, Il y a le contexte, Nico, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est quelqu'un qui a très peu d'entraînement dans les jambes, mais qui finalement revient, met un but comme ça. Et puis c'est un Zaniolo, sacré, je le résume un pas à ce sacré joueur. but-là, il est pétri de talent. C'est-à-dire que c'est un immense oh, joueur de foot, Zaniolo. Donc c'est génial de voir un jeune comme ça percer. On dit que les jeunes Italiens sont nuls, et ben écoutez, la preuve que non. Hein. D'ailleurs, s'ils étaient nuls, ils n'iraient pas en finale des championnats d'Europe de leur catégorie en U17, en 19, 2 années de suite. Et puis un petit mot également, parce que j'ai appris, alors ça ce serait miraculeux, que le Milan s'intéressait à Tonali, soi-disant. mhm. Hein, bon, le prix se négocierait autour de 35 millions. Je rappelle qu'on a payé Paqueta, on a payé Piontek 35 millions. Certains sites annoncent qu'on a même payé Leao 35 millions. Alors il y a plusieurs avis contradictoires. Hein. Les sommes sur Leao elles sont pas très claires, mais enfin bon, passons. On a payé des joueurs qui nous ont déçus 35 millions, donc on peut peut-être mettre 35 millions sur Tonali. Je rappelle que Barella n'a coûté que 36 millions à l'Inter. Je crois pas que l'Inter regrette d'avoir recruté Barella. Donc des joueurs italiens jeunes, talentueux et pas si chers que ça, en tout cas abordables pour le Milan, qui a su mettre des sommes comme ça sur d'autres joueurs décevants et qui venaient pas d'Italie. Eh bien, ça existe. Hein. Donc je tenais à finir là-dessus parce que j'espère que le recrutement sera pas comme l'année dernière, tout étranger. Je rappelle qu'il y a 2 ans, il y avait le seul Caldara qui a pas joué du coup au Milan côté italien. Bon, donc il est temps un petit peu qu'on réitalianise cette équipe. C'est mon credo. Je ne cesserai jamais de le clamer. Voilà. On va s'arrêter là et on reviendra donc mercredi, je crois, hein, pour le prochain match. Il en reste 2 si je ne m'abuse. Donc on Ouais. finira tranquillement la saison en espérant, en espérant des matchs aussi intéressants que celui qu'on a vu ce soir parce que c'était pas mal et ça nous change. Voilà, c'est toujours agréable. Surtout qu'il n'y a pas de compétition internationale à se mettre sous la dent cette année. Il faudra attendre un an. Donc c'est toujours sympa d'avoir des matchs de championnat plaisant. Voilà, messieurs, bonne nuit à vous. Rendez-vous mercredi. Salut! Ciao. Salut.